Je passe la parole à Guillaume Holstein, qui est cofondateur du réseau Le Carillon, et je pense que le lien là va être assez facile à faire, hein, entre vos deux initiatives. Donc si vous voulez peut-être nous la présenter en 10 minutes aussi, ensuite on pourra échanger peut-être. Oui, alors il a dit à peu près la moitié de ce que je veux dire, donc c'est parfait. C'est parfait. Euh, non, non. Le Carillon, c'est aussi un réseau d'hommes et de femmes, de particuliers, de simples particuliers qui ne sont pas engagés dans des associations, en tout cas dans ce cadre-là. Ce sont aussi des simples petits commerçants de proximité et des personnes en situation d'exclusion, de précarité, de grande précarité. Voilà, on est tous ensemble, on réfléchit ensemble, on se réunit. Enfin, le conseil d'administration du Carillon, il y a des sans-abri, des commerçants, des habitants, des entreprises, des élus, des experts, il y a un peu de tout. Et l'idée, c'est d'essayer de faire à notre niveau en tant que particulier ce que l'on peut faire en restant à notre niveau, sans être expert, en se reconnaissant non expert. On utilise le levier de la solidarité, qui est une valeur qui rassemble, bien justement pour rassembler les personnes d'un quartier, enfin de plusieurs quartiers, et l'objectif étant qu'ils se connaissent par leur prénom. Pour lutter contre le sentiment d'isolement, qui est un facteur extrêmement important quant à la résilience, la capacité à se redresser, à se relever quand on a vécu un choc, et notamment quand on arrive à la rue, mais aussi un facteur important pour éviter de sombrer dans quoi que ce soit. L'objectif, c'est que au niveau vraiment d'un quartier, hein, d'un petit ensemble de rues, eh bien, les gens se connaissent par leur prénom, comme... Alors, c'est là qu'on parle de très grande innovation. L'idée, c'est de refaire exactement ce qui se passait dans le village de mon grand-père, à la campagne, quand j'étais encore plus jeune qu'aujourd'hui. Non, mais c'est vrai. Où voilà, tout le monde se connaît, on échange des services, on ne va pas commander sur Internet à se faire livrer et sans rencontrer personne. Et puis l'idiot du village, il a sa place et on a besoin de lui. On a besoin de lui. Et voilà, l'idée, c'est de refaire ça au niveau des quartiers, un peu partout maintenant en France et puis à l'étranger. Et on utilise un lieu pour ça, et c'est peut-être là la toute petite innovation du Carillon, c'est qu'on utilise le commerce de proximité, qui est un lieu où tout le monde se croise, hein, et on essaye de fournir un cadre rassurant et un accompagnement pour que ça devienne un lieu où on se rencontre. Et pour ça, voilà, on fait un petit travail de fourmi. On va voir tous les commerçants, tous les sans-abri, toutes les associations présentes sur le territoire. Et on propose aux commerçants d'ouvrir leurs portes aux sans-abri, de les accueillir avec bienveillance déjà, et éventuellement de leur offrir des services non coûteux, tels que l'accès aux toilettes, recharger le téléphone portable sur une prise, boire un verre d'eau. Et on sait à quel point boire un verre d'eau en été, ça peut sauver la vie. Il y a beaucoup d'autres services. Il y en a plus d'une vingtaine aujourd'hui qui sont co-construits. On parlait de co tout à l'heure. Co-construits avec toutes les associations avec lesquelles on travaille. Il y a même de la bagagerie à la journée. Ça, c'est une vraie révolution pour le coup. Ces services sont identifiés sur la porte, sur la vitrine du commerce par un logo de commerçant bienveillant. Alors je dis bienveillant plus que solidaire, parce que ce qu'on leur demande, c'est bien plus que de la solidarité, c'est de la bienveillance. Et c'est ce qui est le plus apprécié. Et puis on les indique dans des petits livrets très simples où il y a le plan du micro-quartier, la liste des commerçants qui offrent tous ces services. Alors ça va maintenant jusqu'à un repas, jusqu'à commander des vêtements, jusqu'à... Voilà. Même des opticiens avec des consultations et des lunettes. Et ces livrets sont distribués à toutes les personnes en situation d'exclusion, de précarité ou d'isolement par les associations de maraude, les associations d'accueil de jour, il y avait le Secours catholique par exemple, mais même aussi des mairies. Les services sont identifiés par des pictogrammes. C'est un petit point de détail, mais c'est extrêmement important quand on ne parle pas français, parce que plus de la moitié de notre public ne parle pas français, et encore plus ne le lit pas. Donc voilà, ce sont des petits pictogrammes avec un verre d'eau, les invendus, etc. Ça, c'est la base.
L'objectif étant, encore une fois, d'utiliser le prétexte des services, même si ces services changent la vie. Dans le 11e arrondissement où ça a démarré, il y avait 7 toilettes publiques. Grâce au réseau, il y en a maintenant plus de 70, ouverts de manière inconditionnellement à tous. Et quand on est à la rue et qu'on a des sacs, qu'on a du mal à se déplacer, ça change la vie plusieurs fois par jour. Et parallèlement à ça, il y a des événements réguliers tous les mois, au moins tous les mois, dans chaque arrondissement, dans chaque quartier, pour que les gens se rencontrent et se retrouvent et se retrouvent et créent des choses ensemble. Et ces événements sont organisés ou co-organisés par les sans-abri, chez les commerçants ou chez les partenaires, notamment les accueils de jour, mais sont ouverts à tout le monde, aux habitants. On parlait des personnes âgées isolées. Voilà, on travaille aussi avec des caisses de retraite qui nous lancent des alertes, qui nous demandent et qui aussi souhaitent distribuer les listes. Mais c'est aussi valable pour les jeunes cadres qui est parti faire du vélo sans son porte-monnaie, qui tombe, qui a besoin d'un peu d'eau ou de se soigner, d'accéder à une trousse de premier secours. Et voilà, c'est inconditionnel, c'est ouvert à tous. Et heureusement parce que, alors pas aujourd'hui, mais la plupart du temps, une grande majorité des sans-abri sont bien mieux habillés ou rasés que moi. Donc on ne peut pas les reconnaître, vraiment. Sauf ceux qui sont ce qu'on appelle effectivement très clochardisés. Mais là, c'est un autre travail. Voilà, parallèlement à ça, eh bien, il y a tout un réseau d'insertion par l'activité économique où on fabrique des biscuits bio qui sont livrés à vélo chez les commerçants, qui sont aussi l'occasion d'un lien. Et puis, il y a tout un tas d'ateliers inversés où ce sont les sans-abri, les réfugiés qui proposent, qui animent ou qui co-animent des ateliers pour le grand public. Parce que ce n'est pas parce qu'on est à la rue qu'on n'a pas de talent. Et donc, il y a plein de choses, au premier titre desquelles les soupes populaires, non, les soupes impopulaires, autant pour moi. Voilà, vous connaissez les soupes populaires, et bien là, ce sont des soupes impopulaires, ce sont les sans-abri qui vont récupérer les invendus des petits commerces de proximité, qui cuisinent. Alors on cuisine ensemble, et c'est souvent très très riche de voir comment l'attitude des personnes qui sont là, qui se découvrent capables de d'éplucher des légumes, de faire quelque chose, et donc on cuisine ensemble ces soupes impopulaires, et ces soupes sont offertes dans la rue au grand public. C'est une manière aussi à la fois d'interpeller, de casser quelques clichés ou d'essayer, mais surtout de changer le regard sur soi-même. Voilà, je ne suis plus que celui qui reçoit et qui ne peut rien offrir. Je suis enfin celui qui peut offrir quelque chose. Voilà, donc ça c'est le deuxième pôle. Il y avait un premier pôle, c'était le réseau, la vie très locale. Deuxième pôle, la remobilisation, soit par l'insertion par l'activité économique, soit par l'activité non économique, le don gratuit, complet, par les sans-abri au grand public. Et le troisième pôle, c'est la sensibilisation, extrêmement important, où avec des sans-abri, nous allons dans des écoles, dans des entreprises ou dans des organismes d'État maintenant, sensibiliser, témoigner et inviter le grand public, qui n'a pas forcément de pièces, à offrir au moins un regard aux sans-abri, parce que ce dont on souffre le plus, c'est d'abord l'indifférence, qui nous renvoie à l'indifférence qu'on finit par avoir sur nous-mêmes. Et moi, souvent, j'invite les gens à demander un service. Commencez par leur demander quelque chose à ceux qui ne peuvent rien offrir. En fait, ils peuvent offrir des choses, ils ont des talents, comme on en a tous. Il y a ceux qu'on a reçus et ceux qu'on a un petit peu cultivés. Et par exemple, moi, je me promène partout dans Paris ou en province, et je suis souvent perdu dans mes réflexions sur la tension entre l'autonomie et l'hétéronomie, par exemple. Et non, mais c'est un sujet intéressant. Et je suis perdu. Et donc, je suis toujours en capacité de demander à un sans-abri mon chemin. Donc je vais les voir, et même si je n'ai pas forcément besoin, mais j'en ai quand même souvent besoin, je vais leur demander, voilà mon chemin. Et là, je vois encore une fois ces personnes se redresser, avoir un regard qui s'illumine, mais vraiment, et se lever et être heureux de pouvoir aller me montrer, c'est par là, c'est là, tenez, je vous accompagne, etc. Et tout ce qui est fait au Carillon, c'est fait ensemble. Vraiment parce que l'objectif, c'est de reconnaître qu'on est tous de misérables merveilles.
Il y a ceux qui, comme moi aujourd'hui, essayent de se montrer merveilleux et qui, à force du vivre ensemble, se rendent compte qu'on est aussi un peu misérable et ça change mon rapport à l'autre. Et puis, il y a tous mes amis qui se croient misérables et qui, à force de faire ensemble, et pour ça on utilise beaucoup la végétalisation de rue, les jardins partagés, qui, à force de faire ensemble, finalement se rendent compte que peut-être ils ne sont pas si misérables, mais un peu merveilleux. Et là, on peut commencer derrière à les orienter vers des accueils de jour, le nôtre ou d'autres, vers l'insertion, vers l'accès aux droits, vers plein de choses. Mais voilà, on est vraiment le premier chaînon, et on travaille avec des services de santé qui nous disent, voilà, vous êtes ce dernier ou ce premier chaînon qui permet d'aller vers. Voilà, est-ce que j'ai respecté mon temps? Merci. Bon, moi je suis admiratif par ces trois exposés qui montrent vraiment que l'innovation, en fait, c'est un mot un peu un gros mot, un mot valise, mais en fait qui peut vraiment s'incarner et se vivre au quotidien dans tout un tas de créativité collective, de la créativité sociale qui est inimaginable si on les rend pas visibles à un moment donné. Est-ce que vous travaillez ensemble peut-être ou est-ce que vous êtes dans des silos? Ça, c'est intéressant à savoir est-ce que vous êtes proche au niveau de la démarche, vous êtes proche au niveau des valeurs, et est-ce que voilà. Ouais, j'ai connu Carillon parce que j'avais participé à une émission sur LCI et que, outre le reportage sur le Chapsa à Nanterre, eh bien, il y avait le Carillon et ça m'avait voilà. Ils sont tout jeunes, on a déjeuné ensemble, ça c'est le mérite des journées comme celle-là, parce qu'on a énormément de points communs et surtout, moi ce que j'ai envie de dire, c'est que nous ne sommes pas au même niveau, mais les valeurs que nous partageons sont de vraies valeurs républicaines, d'implication du citoyen et comment dirais-je, avec un stade de professionnel, parce qu'on ne s'improvise pas, soignant auprès de ces personnes, soignant au sens large, dans le care, mais qu'il y a des liens et il y a vraiment des rapports que l'on va mettre en place parce qu'on ne se connaissait pas avant aujourd'hui. Voilà. Alors, je dois avouer que dans une précédente vie, je m'occupais de centres d'hébergement d'urgence, de type colocation, où nous étions 2 volontaires à vivre avec 8 sans-abri, notamment des sans-abri qui avaient été exclus d'autres centres d'hébergement d'urgence. Et dans ce cadre-là, j'avais emmené des personnes du CHAPSA en voyage à la campagne pendant une semaine. Donc, on a quelques liens. Cela étant dit, on parle d'innovation. Alors, en tout cas, dans le cas du Carillon, nous ne sommes que les enfants je pense à Télé Carmonde qui nous apprend énormément. On citait Nietzsche tout à l'heure. Nous sommes les nains qui montent sur les épaules. Moi, je monte sur les épaules de Claire Hédon. Voilà. Je monte sur les épaules d'énormément d'histoires, de ressources. Je pense à toute la communauté Emmaüs avec laquelle on travaille beaucoup. Et puis, je monte sur les épaules du monde médical, parce que je voudrais quand même saluer ce qui se passe aujourd'hui. C'est pas rien. Ce sont encore une fois des médecins qui commencent à élargir le champ des questions qui sont amenées à se poser, en général d'abord par un point de vue clinique. Et aujourd'hui, il y a dans cette salle des gens de tous horizons, parce que finalement les problématiques auxquelles on arrive, elles sont très très larges. Donc vraiment, moi je tiens à vous saluer et j'aimerais beaucoup que ce qui a été dit aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, puisse se passer de manière plus publique, hors du Sénat, auprès de tout le monde, parce qu'il y a vraiment de belles choses qui seraient très riches à diffuser. C'est important ce que vous dites sur le décloisonnement, c'est-à-dire c'est un peu aussi ce que vous avez dit tous les deux. Je pense qu'on ne peut pas imaginer une innovation si cette innovation n'est pas quelque chose qui dépasse des frontières établies, des acteurs qui ne se rencontrent pas, des publics qui ne se connaissent pas, et qu'il y a innovation là où il y a rencontre finalement de mondes qui a priori s'ignoraient. Le sanitaire, qui ne s'ignore pas forcément, mais en tout cas qui marche en parallèle.
Vous l'avez dit avec le sanitaire et Oui. médico-social. Le sanitaire, moi aussi, pour moi, les personnes que je vois, c'est un prétexte. Ils ont les mêmes maladies que nous, ils ont la même physiologie que nous. Donc c'est un prétexte. Et autour de ce prétexte, on peut avancer. Moi, il y a quelque chose juste je voulais rajouter qui est très important dans ce que vous avez dit, c'est la restauration des compétences. Et ça a l'air jouer du violon, mais amener à un grand marginal à la campagne qui va apprendre aux autres à pêcher, ça a l'air de rien. Mais les gens ont des compétences et ne s'en rendent même plus compte. Et que tout ce qui va dans le sens de restaurer les compétences aux personnes, je ne vais pas reprendre le débat sur l'autonomie, je crois qu'ils n'en sont pas là, mais cette restauration des compétences, l'image de soi, tout ça est extrêmement important. Mais en même temps, je reviens, la connaissance. Par exemple, on peut trouver que c'est terrible d'avoir une femme qui sent mauvais, qui est mal habillée. Mais cette femme, elle va vous dire que si elle est pomponnée, bien habillée, savonnée, qu'elle sent bon, alors que si elle est comme ça, qu'elle sent mauvais et qu'elle est habillée de loques, eh bien, dans ce cas-là, elle se fera violer un peu moins dans la rue que si elle est pomponnée, fraîche. Et ça, c'est aussi la réalité. C'est un terme à ma faisolie, décidément. C'est dans la dangereuse concrétude de la vie qui est sur laquelle on est quelques-uns maintenant à voir le travail auprès de ces personnes, parce que ce sont des personnes et qu'elles ont une compétence et qu'elles ont je dis ce truisme, on ne voit pas à travers ces personnes qu'elles ont eu des enfants, tenu des enfants dans leurs bras, qu'elles ont eu une vie avant d'être ramenées à cet état de SDF. Voilà. Je me tais parce que je pourrais très... Non, mais on pourrait effectivement en parler, mais je pense que Emmanuel le dira peut-être tout à l'heure, les forums VRSA vont continuer. J'en suis même sûr, et mettront en lien des initiatives comme les vôtres, et on continuera à discuter de tout ça, parce que c'est vraiment l'objectif de ces forums, de cette journée, de mettre en lien les valeurs qui nous rassemblent, et dans des initiatives concrètes notamment. On peut les applaudir encore, parce que vraiment, voilà. Merci.